Bonjour à tous, aujourd'hui content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur, comme promis, le théorème de l'énergie cinétique et puis on va démontrer ensuite le théorème de l'énergie mécanique. On s'arrêtera là-dessus sur cette vidéo et puis dans une prochaine vidéo on essaiera ensuite de travailler ça sur un exercice par exemple, comme je vous l'avais dit avec l'histoire du skieur qui dévale une piste. C'est important de comprendre que ce qu'on va voir là aujourd'hui, tout est démontré à partir de la seconde loi de Newton et qu'en fait finalement tout ce que vous pouvez faire avec un théorème énergétique, vous pouvez bien sûr le faire avec la seconde loi de Newton. Le truc c'est que bien sûr si on s'embête à créer des outils comme ça, c'est tout simplement parce que ils vont être parfois plus pratiques et plus faciles à utiliser que la seconde loi de Newton qui est souvent fastidieuse un petit peu puisqu'on doit traiter les trois directions de l'espace alors que là on verra qu'on peut parler de scalaire et que finalement en fait on s'arrête à des projections donc c'est beaucoup plus facile. Bon, je vous rappelle donc la seconde loi de Newton qui nous dit, alors dans un référentiel galiléen, évidemment, si ce n'est pas galiléen, on a des forces d'inertie qui vont apparaître, ça c'est un petit problème pour ce traitement-là, on verra peut-être ça un peu plus tard dans l'année. Donc la somme des forces extérieures au système qui est égale à la masse du système multipliée par son accélération. Ok, pour faire plus simple, je vais supposer que donc, si c'est une somme vectorielle, ça veut dire que je peux avoir une force comme ça, je peux avoir une force comme ça, et puis je sais pas, une force comme ça. Tout ça, si j'additionne ces trois vecteurs-là, ça me fait, on va appeler ça une force finale, on va appeler ça grand F pour faire simple. Et donc en fait, au lieu de garder le symbole somme, je peux peut-être simplement garder le grand F, qui est du coup la somme vectorielle de toutes les forces. Okay, donc en fait, j'ai aussi ça si je veux. Alors, on garde souvent la somme pour vous préciser que finalement, on va pouvoir, on fait jamais quelque chose comme ça. Les trois quarts du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on décompose chacune des forces dans une base. Et c'est après seulement qu'on commence à se dire, tiens, on va faire la somme des coordonnées de chacune de ces forces. Mais là, je le fais directement pour que ce soit plus facile. Ok. Bon, F égale MA, ça veut aussi dire que F est égal à M dV sur dt. Ok, bon, jusque-là, rien de nouveau, c'est la définition de l'accélération qui est la variation de la vitesse par rapport au temps. Ok, soit. Petite astuce maintenant, je vais faire apparaître ici un scalaire. Je vais faire apparaître le produit scalaire avec V. Pourquoi je vais faire ça? Parce que ici, du coup, va apparaître le produit scalaire ici avec V aussi. Si je multiplie à gauche par V, je multiplie à droite par V. Et en fait, là, c'est intéressant parce que je vais reconnaître une forme de fonction que vous connaissez très bien normalement, U', U. Et U', c'est en fait la dérivée d'une fonction au carré. Alors regardez, je le fais. Donc, je fais produit scalaire V. Produit scalaire avec V. Et ça fait donc M dV sur dt scalaire V. Voilà. Alors pour l'instant, on a l'impression que j'ai compliqué un petit peu la chose. Et en fait, finalement, vous allez voir que ça se simplifie. Pourquoi? Parce que donc ça, comme je vous l'ai dit, on reconnaît une fonction, une expression du type U'. U' étant cette fois-ci du sur dt, c'est-à-dire entre autres ici, dv sur dt et la v. Et ça c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que ça, ce U', c'est en fait la dérivée de u au carré sur 2. Est-ce que je suis assez clair? Je vais juste peut-être préciser un petit peu ma pensée là. Si je dérive une fonction, je vais peut-être le faire dans ce sens-là, ce sera plus pratique pour comprendre. Si je prends une fonction u au carré, d'accord, que je la dérive, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2, donc j'enlève le sur 2 là pour l'instant. Je prends ça, la dérivée par rapport au temps de u au carré. Ça fait 2, u', c'est-à-dire d sur dt u, fois u. Vous savez, le u puissance l'exposant moins 1. Ok. Si maintenant, si je reconnais ici, je remplace mes u par des v, la v et la v, et là c'est génial, on y est presque, j'ai exactement ça. C'est juste que moi j'ai pas le 2 par contre. Bon pas de problème, c'est pas la dérivée de la vitesse au carré que je suis en train de faire, mais c'est en fait la dérivée de la vitesse au carré divisée par 2. Comme ça le 2 ici se simplifie, et en fait je vois que ici, j'ai exactement en fait la dérivée de la vitesse au carré divisée par 2. Ok? Alors c'est parti, je fais ça, je vais mettre ça en avant. J'ai donc f scalaire v qui est égal à m dérivée, je l'ai effacé, de v au carré sur 2. Ok? Ça c'est une bonne nouvelle parce que du coup le m, alors le m, excusez-moi, par rapport au temps bien sûr,
Le m est une masse du système qui ne dépend pas du temps, hein, a priori évidemment. Et donc, puisqu'elle ne dépend pas du temps, eh bien, je vais avoir donc F scalaire V qui est égal à D sur dt de m v carré sur 2. Et ça, c'est génial parce que m v carré sur 2, je vais vous le redire d'une autre façon, c'est 1 demi de m fois v au carré. Et bien ça, c'est la définition même de l'énergie cinétique. Donc en fait, F scalaire V, F étant, je vous rappelle, la somme de toutes les forces du système, hein, d'accord, qui s'exercent sur le système. Donc F scalaire V est donc égal à la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique. C'est ce qu'on appelle ici le théorème de la puissance cinétique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'énergie que je suis en train de regarder, c'est la variation par rapport au temps de l'énergie. Et je vous rappelle un truc intéressant, c'est que la puissance, hein, peut-être que vous avez eu l'habitude de faire ça en première, c'est pas impossible, la puissance c'est l'énergie sur le temps. Donc effectivement, je reconnais bien quelque chose comme ça, hein. Là j'ai une énergie, là j'ai un temps, alors c'est la version différentielle, hein, mais dp égale det par rapport au temps, hein, ça pose aucun problème de dire ça non plus. Ici, j'ai ce qu'on appelle une puissance. Et donc c'est génial parce que ça veut aussi dire, on découvre autre chose en passant, on découvre qu'une force scalaire une vitesse est équivalente à calculer une puissance d'une force. Voilà. Vous voulez calculer la puissance d'une force, c'est-à-dire l'énergie consommée chaque seconde par cette force, eh bien c'est F scalaire la vitesse. Bon, ça, c'est pas la forme que vous avez dû apprendre, hein, normalement en terminale, ou en première, je ne sais plus, en terminale. Eh bien, on va essayer de la redémontrer. C'est la forme que vous connaissez, ou vous connaissez la version intégrale, donc il n'y a aucun problème. Je vais tricher un petit peu. Alors, je ne vais pas tricher. Physiquement parlant, il n'y a aucun problème. Mathématiquement parlant, bon, c'est toujours un peu discutable tout ça, mais ça fonctionne. Formellement, ça fonctionne, tout ce que je vais faire là. C'est juste que, bon, on fait des petites simplifications. Vous allez vite comprendre ces simplifications. Alors, regardez. J'ai donc F scalaire V, je me rappelle que F scalaire V, c'est aussi F scalaire D de OM sur dt. Hein. OM étant le vecteur position, M étant le point à un instant t du système qui m'intéresse, O étant l'origine. Et donc la variation de M dans le temps, finalement, c'est la vitesse de ce système. Okay, donc, et qui est égale à D sur dt de EC. Donc en fait, le dt, je vais pouvoir le passer de l'autre côté comme ça. C'est là où c'est toujours un petit peu... Je pense que c'est quelque chose que vous avez peut-être un peu de mal à faire naturellement, ça. Et donc égal à d de EC. En fait, je suis juste en train de dire que le dt, je peux traiter ça comme si c'était un 4, par exemple. Vous voyez, je mets le 4 de l'autre côté, ou si c'était un v, peu importe, je ne sais pas. Tout ça pour dire qu'en fait, je suis en train de considérer que je travaille non pas avec des dérivés, là, mais avec des petits éléments d'énergie cinétique et des petits éléments de temps. Et donc, du coup, en fait, c'est comme si j'avais des choses qui étaient dissociées. Et donc, en fait, je vois que là, j'ai dt et là, j'ai dt. Donc, pour faire plus simple, et ben, en fait, là, j'ai affaire à F scalaire DOM qui est égal à DEC. C'est-à-dire que la force scalaire, un déplacement élémentaire, est égal à une variation élémentaire de l'énergie cinétique. Voilà. Ça, normalement, ça peut-être que ça vous met un petit peu la puce à l'oreille parce que maintenant, j'ai juste à faire l'intégration de ça sur eh bien, le trajet total, c'est-à-dire de O à M, typiquement ici. Et bien ça, si j'intègre aussi de l'autre côté de O à M, eh bien je m'aperçois qu'en fait j'ai l'énergie cinétique en M moins l'énergie cinétique en O. Alors j'aurais pu faire de A à B, qui est égal à ce qu'on appelle, je vais le réécrire comme ça, F scalaire DOM entre O et M, eh bien ça, déjà première chose, ça s'appelle une variation d'énergie cinétique. On peut noter du coup delta EC. Hein, cette fois-ci, on est sur une variation beaucoup plus grande, on n'est pas sur une variation élémentaire, on est en train de parler de la variation totale sur toute la trajectoire que je suis en train de regarder. Et ça, normalement, ça vous rappelle une définition que vous connaissez bien, qui s'appelle le travail. Alors attention, le travail de toutes les forces. Hein. Donc je mets WF tout simplement. Ce n'est pas simplement les forces non conservatives ou les forces conservatives, hein, c'est toutes les forces. Ben voilà du coup la démonstration de théorème de l'énergie cinétique comme vous le connaissez. Donc finalement quand on regarde ça,
Eh ben, on s'aperçoit que le théorème de l'énergie cinétique, comme vous l'apprenez, vient en fait du théorème de la puissance cinétique, et ce théorème de la puissance cinétique vient en fait de la seconde loi de Newton. Donc en fait, ça, c'est équivalent à la seconde loi de Newton. Okay. Alors, évidemment, on pourrait se dire, bon, bah, pourquoi on nous fait apprendre ça si finalement tout ça, ça vient de la seconde loi de Newton? Ben, parce que, comme je vous l'ai dit aussi, la seconde loi de Newton va faire intervenir, va nous obliger à faire des projections sur X, sur Y, sur Z. Quand on sera en polaire, il y aura du θ, etc. Alors que là, j'ai quelque chose de scalaire. Okay, j'ai un produit scalaire, ça c'est un nombre et ça c'est un nombre. Donc ça peut être beaucoup plus intéressant si par exemple je veux simplement une vitesse finale ou des choses comme ça par exemple. Ça va beaucoup plus vite. Et très souvent, quand on a un seul paramètre qui varie dans le système, eh bien finalement, dans le mouvement du système, c'est finalement beaucoup plus puissant d'utiliser ça que d'utiliser la seconde loi de Newton. C'est-à-dire, quand je parle de paramètres, je parle par exemple de ça, le classique pendule, qui ne varie finalement que selon le paramètre θ, ou une chute verticale, qui ne varie que selon le paramètre z, ou enfin bref, n'importe quoi qui varie que selon une dimension, si vous voulez, pour faire simple. Voilà pour ça. Donc ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique, et maintenant on va prouver le théorème de l'énergie mécanique, qui n'est pas beaucoup plus compliqué. Donc je vous rappelle, attention, que ça là, ce F, c'est le travail de toutes les forces du système. Ça veut dire que si je réécris ça, j'ai ici le travail des forces conservatives plus le travail des forces non conservatives. Et ça c'est génial parce qu'on sait que les forces conservatives, donc je peux le passer de l'autre côté, c'est une addition, delta EC moins, F scalaire FC, qui est égal aux forces non conservatives, eh bien, moins F, l'opposé du travail des forces conservatives, on avait déjà vu ça dans la précédente vidéo sur la démonstration d'énergie potentielle, et bien par définition, ça, c'est égal à l'énergie, au delta, la variation d'énergie potentielle. Donc, delta EC plus delta EP égale le travail des forces non conservatives. Et ça, c'est cool parce que ça, c'est la définition même de la variation de l'énergie mécanique. Voilà, tout simplement. Finalement, le théorème de l'énergie mécanique vient du théorème de l'énergie cinétique. Et donc ce théorème de l'énergie mécanique, pareil, on pourrait se dire ça ne sert à rien puisqu'il vient de l'énergie cinétique. Oui, mais c'est super intéressant quand je n'ai pas de force non conservative. À partir du moment où je n'ai que des forces conservatives, dans ce cas-là ici j'ai un 0. Et c'est cool parce que ça veut dire que là je vais avoir une variation qui est nulle. En termes de dérivée, ça veut aussi dire que la fonction initiale est constante et ça c'est intéressant. Voilà. Donc toujours pareil, c'est pas parce qu'on définit des choses qui viennent d'autre chose que forcément ça ne sert à rien, il vaut mieux utiliser la base. Non, on ne fait pas ça. C'est comme en programmation par exemple, on ne réinvente pas l'eau chaude à chaque fois, on utilise ce qui a été inventé, qui simplifie grandement la vie généralement. Voilà pour ça, et donc effectivement, je pourrais aussi, là, le F, je pourrais le transformer en force conservative plus force non conservative, et pareil, je ferai apparaître ce qu'on appelle le théorème de la puissance mécanique, et puis ça roule de la même façon, d'accord ? Pour faire simple peut-être, là j'ai F scalaire V, vous faites ça, donc le F c'est F conservative plus force non conservative, comme ça ici, scalaire V, hop, donc là je vais faire un produit, je développe ce produit, FC scalaire V plus FNC scalaire V, je passe le FC scalaire V de l'autre côté, j'ai donc un moins FC scalaire V, par définition c'est donc la variation par rapport au temps, la dérivée par rapport au temps de l'énergie potentielle. Voilà, terminé, et on n'en parle plus là-dessus. Voilà, on est bon, maintenant il n'y a plus qu'à savoir les utiliser. Parce que bien sûr que ces démonstrations-là, c'est utile pour un contrôle, évidemment. Par contre, pour la résolution d'un exercice, on ne va pas se mentir que ça ne sert à rien. Nous, ce qu'on utilise dans la résolution d'un exercice, c'est la loi finale, ce qu'on vient de démontrer. Tout ce cheminement de démonstration-là, a priori, ne nous sera pas très utile. OK ? Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette première vidéo sur le théorème de l'énergie cinétique et le théorème de l'énergie mécanique. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à savoir utiliser tout ça et on fera ça en exercice. Et puis j'espère que ça a été assez clair pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Merci pour votre attention.